Hello, good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African Television, and welcome to yet another edition of Health Update. On the African Television, we are pleased to count you amongst our viewers. And today, ladies and gentlemen, we're going to be talking about sickle cell anemia. It is one of the most common, if not the most common, genetically transmitted illness the world over, touching over 50 million people and 38 million in sub-Saharan Africa alone. Official figures estimate that in Cameroon, over 4,000 children are born with sickle cell anemia. And to discuss this topic, we brought for you a medical doctor in the person of Dr. Atia Hervé. As you heard at the very beginning of this program, ladies and gentlemen, today we are going to be talking about sickle cell anemia. But first of all, thank you, François Kevin Jega, for taking us around the country and telling us what made news, while hoping to see you next week. And we wish you a blissful weekend. So, as you heard at the very beginning, I told you that we are receiving a medical doctor in the person of Dr. Atia Hervé. And with him, we will try to expound on the topic sickle cell anemia. Good morning, doctor, and welcome to our set. Okay, good morning, Jenna. How are you doing today? I'm okay today. I'm very pleased to be here with you. Very well. We're going to dive into the subject matter proper. We want to know, in very simple and clear terms, what is sickle cell anemia? Okay. Sickle cell anemia can simply be defined as a hemoglobinopathy due to the alteration of the genes of the hemoglobin of an individual that can lead now to the less duration of the hemoglobin and the blood cells of the individual. And it is a genetic transmission that can be given from the parents to the offsprings. Clear terms. I am AA. My husband is AA. We have an AA child and he's not sick. Yes. But then if I am AS, my husband is AS, we have possibilities of getting a child that is sick? Yes, when you're, in fact, the problem is that when you're AS, you are known as a carrier of the disease, but you are not expressing the disease because it's a recessive gene transmission, which therefore means for somebody to be identified as a sickle cell, you actually need to be a carrier of the two genes. That is, you actually need to be SS. All right. That is, you are going to be the offspring of either a parent who was a sickler and someone who was a carrier, or you are the offspring of two carriers, AS. Alors, quels sont les symptômes de la drépanocytose? Ok, la drépanocytose se manifeste très souvent. Cela dépend beaucoup plus de l'évolution de l'âge. Ça peut se manifester par des douleurs articulaires. Et selon l'évolution de la maladie aussi, elles peuvent aller des douleurs articulaires toutes simples jusqu'à aller à des crises même de AVC. Oui, la drépanocytose peut entraîner l'AVC chez les plus jeunes. Donc c'est tout simplement dû au fait qu'elle va entraîner des blocus, donc des bouchons dans les vaisseaux, et entraîner ainsi des accidents vasculaires cérébraux. So could sickle cell anemia be diagnosed at birth or even before birth? If yes, how is this possible? Okay, actually due to the evolution of DNA, diagnosis, actually within the 6th to the 8th week, you can already do a sampling of the in fact, you can already do the sampling of the offspring's development, and you now do a chromatography, either a chorionic acid chromatography within the 14 to 16 weeks, that can identify prenatally the disease. So now you're talking about between 14 to 16 weeks, yes. That is 3 to 4 months. Yes. And when it is identified, what is the measure to be taken? Can it be corrected, or then a child will just have to be aborted? In fact, it cannot be corrected prenatally because, as it is said, actually it depends now on which country and the policies that your country have. If your policy if your country has a policy that can stop the pregnancy, you are going to interrupt the pregnancy due to that fact, because giving birth to a baby that you already know that is going to be suffering of sickle cell is not very easy. So it now depends on the policy of your country, and it depends also on your own policy.
Yes. What can somebody who lives with sickle cell anemia do to have a possible normal life? Okay, actually, prevention is better than cure. When you already have the diagnosis of sickle cell, either from your child, from your offspring, whether it's prenatally or postnatally, when you already have the diagnosis, the best thing is to start following the child, because you are not going to be waiting for the child to have the first crisis to start the preventive methods. That is because there are preventive treatments. All right. Actually, that are existing and are being used, and they are being introduced to the children when the child is early brought to the hospital. And they have shown that they are effective? They have shown that they are effective, and they actually reduce, with facts, they actually reduce like by 50%? 50% to 75% the number of crises that an individual can have per year. So now we heard of people living with the illness, but at the base are AS, Yes. and then we know that for somebody to be a sickler, a sickle cell, that is a double S, Yes. how is that even possible for you to be an AS yet be carrying the disease? Actually, as I said, a carrier is somebody who has the recessive gene of sickle cell, that is an AS, but now somebody who has a percentage of S, that is actually more impressive, that he has the percentage of S that is very important, he can manifest and have signs of sickle cell patients. So now it means that I can be AS, Yes. yet my S is stronger than the A. Yes. And so if I meet up with somebody who is AA, Yes. will I have a possibility of having a sickle cell child again? No. Even though my S is strong and then I have another A? No. The possibility for somebody to have a sickle cell patient, a sickle cell baby, actually is due to the fact that either two carriers meet, or a sickle cell individual meets with somebody who is a carrier. So either you have the disease already and you meet with a carrier, or both of you are carriers, simple. Alors, quels sont les problèmes médicaux qui surviennent, ou alors les complications qui surviennent causées par la drépanocytose? Alors, la drépanocytose, comme on l'a dit, les majeurs problèmes qu'on a, ce sont les crises vaso-occlusives. Les crises vaso-occlusives, maintenant, sont en fait des crises liées au fait que la maladie va entraîner dans son évolution des occlusions au niveau des vaisseaux. Et cela, ça peut arriver dans toutes les parties du corps. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé ici tout à l'heure qu'il est possible de faire un AVC cérébral chez les individus qui ont tout simplement la drépanocytose. Ceci parce que l'accident vasculaire cérébral peut être dû à une obstruction dans la circulation du sang au niveau cérébral. Donc, cela peut arriver au niveau oculaire, ça peut arriver au niveau cardiaque, ça peut arriver dans toutes les parties du corps. Et là, du coup, la manifestation principale, ce sera la douleur. Après? Oui. Après, maintenant, selon si dans la circulation de l'individu, on se retrouve qu'il y a des microbes qui étaient en circulation mais qui ne s'exprimaient pas, ça peut entraîner la manifestation de fièvre chez ces individus, et ainsi qui vont tout simplement altérer son état au fur et à mesure que la maladie évolue. Un drépanocytaire peut-il vivre sans faire la maladie? Un drépanocytaire peut-il vivre sans faire la maladie? Je vais plutôt dire, un drépanocytaire non suivi peut-il vivre sans faire de crise? Non. Parce que la maladie va continuer à évoluer, et ce qui très souvent jusqu'à aujourd'hui aide à poser le diagnostic, c'est la survenue de crise. Sans la survenue de crise, on ne peut pas savoir, si on n'a pas fait d'examen préalable qui permettent de diagnostiquer, on ne peut pas savoir exactement si il est atteint de drépanocytose. Avec l'avancée de la médecine, est-il possible d'avoir deux malades qui font un enfant sain? Non. Deux malades qui font un enfant sain, c'est impossible. Alors, je fais cette émission en hommage à mon petit frère que j'ai perdu le 9 janvier 2024 de suite de drépanocytose. Il a fait la maladie pendant 16 ans. Il a commencé à prendre les médicaments à partir d'1 an, mais les crises étaient carrément régulières. La seule année où il n'a pas fait de crise, c'était en 2023.
et le 9 janvier 2024, il est décédé. Pourtant, il prenait les médicaments et il les suivait scrupuleusement. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est vrai que la mort, elle est naturelle, mais à un tel âge? Bon, en fait, le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est tout un mode de vie qui doit être suivi scrupuleusement. Ce n'est pas juste la prise des médicaments qu'on va vous prescrire. Parce que justement, comme il est dit, j'ai dit ici que la manifestation principale de tous les tableaux cliniques que présentera un patient atteint de drépanocytose, ce sera dû à une obstruction des vaisseaux. Et maintenant, qu'est-ce qui favorise le fait que l'individu ne se retrouve pas à avoir ces crises? Il y a d'abord l'hygiène personnelle. Ici, il s'agit par exemple que cet individu, sachant qu'il est drépanocytaire, devrait éviter de se vêtir de façon légère, parce que tout ceci va entraîner des vasoconstrictions, ainsi que éviter par exemple de se retrouver à ne pas consommer de l'eau durant toute une journée, parce qu'ils doivent être hydratés. Ça, ce sont des mesures d'hygiène de base. Ça n'a rien à voir avec les médicaments que l'on donne. Parce que très souvent, les médicaments, c'est pour éviter que les microbes qui peuvent être en circulation et qui ne se sont pas exprimés chez cet individu viennent compliquer. Mais pour la survenue des crises, il faut que le patient soit bien hydraté. Il évite les conditions. Oui, toujours au chaud. Il évite les conditions dans lesquelles il va se retrouver à avoir des coups de froid, par exemple, ou alors à avoir des coups de déshydratation. Ça, c'est d'abord ça. Maintenant, viendra dans les comprimés et les médicaments qu'on va dire. Si on revient maintenant dans les cadres de votre frère, vous allez m'excuser. Donc, je vous présente mes condoléances. Merci. C'est vrai que c'est passé. Merci beaucoup. Donc, dans ce cadre-là, comme vous l'avez dit, on ne contrôle pas le décès, mais tant que tout cela a été bien pris, surtout, je mets beaucoup plus l'accent sur le fait des mesures d'hygiène. C'est très important parce que là, le médecin ne va pas aller venir contrôler ça. C'est le patient lui-même qui doit prendre sur lui de souvent respecter et de toujours respecter ses règles. Parce que une seule fois qu'il va se retrouver en train de sortir de ces règles d'hygiène, qui nous, on ne va pas passer le temps à contrôler, parce que là, nous, on va vous poser les questions. Mais si vous n'êtes pas capable de vous contrôler vous-même, c'est comme ça que la maladie va continuer à évoluer. On va croire que c'est les médicaments qui ne donnent pas. Non. Le médicament vient en suppléance à ces règles de base. Alors, est-il vrai qu'un drépanocytaire atteint rarement l'âge de 20 ans et que quand ils le font, ils vivent un peu plus longtemps que les autres? Oui, il est vrai que c'est pas même bon. En fait, il est vrai que lorsqu'on a déjà dépassé l'âge de 20 ans, on a moins de crises parce qu'en général, les gens de 20 ans sont suffisamment déjà conscients de ce qu'il faudra faire et de ce qu'il faut faire. Ils ont déjà eu une certaine habitude de la prise en charge hygiéno-diététique en ce qui concerne leur maladie. Donc, ils ont une maîtrise un peu plus poussée. Ce qui fait que justement, avec ça déjà, ça réduit la survenue des crises et ainsi, ça donne un meilleur contrôle sur leur mode de vie. Est-ce qu'il y a une espérance de vie pour ces gens-là? En général, les gens de plus de 20 ans qui se retrouvent à être drépanocytaires et être toujours en vie ont plus ou moins une espérance de vie qui est multipliée à environ 50% de ce qui est. Alors, dans d'autres pays, les ministères en charge de la santé prennent des mesures, c'est-à-dire ils font des campagnes pour éduquer les gens par rapport à la maladie. Au Cameroun, qu'est-ce qui est fait par les médecins pour que the knowledge about sickle cell anemia gets to the rural people so that they are able to avoid these things? How do you educate the population such that they don't fall into the temptation of getting children who are sick? Ok, bon, je vais d'abord commencer par le plus bas. Parce que le plus bas, c'est au Cameroun, il existe actuellement et depuis plusieurs années déjà, il existe des agents de communauté. Les agents de communauté, ce sont des individus. Ce sont des individus qui n'ont plus ou moins pas une formation médicale poussée, mais qui ont plus ou moins fait un suivi ou un training qui leur a permis d'avoir certaines connaissances. Et eux, on les met au contact des populations. C'est eux maintenant, à travers eux, en fait, que maintenant les différents médecins, personnels soignants s'appuient pour pouvoir être en contact avec ces individus dans la communauté. Et plus grand encore, je dirais que, hormis les campagnes que les différentes structures hospitalières peuvent faire vis-à-vis du dépistage à l'électrophorèse,
Par exemple, nous avons lors du suivi, le suivi des femmes enceintes, il y a obligatoirement, en général, on fait un screening sur l'électrophorèse de la maman pour déjà savoir quelle sera et bien quelle pourrait être l'électrophorèse de l'enfant. Ça se fait et ça fait partie des examens à demander systématiquement chez toute femme enceinte. Hormis ça, par exemple, je me rappelle aussi qu'il y a un programme à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Ça allait être ma prochaine question, s'il ne fallait pas un programme. Où justement, tous les enfants et tous les individus que moi j'ai connus, parce que c'était durant mes périodes de stage que j'ai eu à apprendre cela, que moi j'ai connus, où on fait justement le suivi régulier et chaque année, il y a une cérémonie organisée lorsque c'est la journée mondiale de la drépanocytose, pour justement faire en fait toute une semaine pour sensibiliser encore plus ces différents parents-là, hormis ceux qui sont même déjà suivis à l'hôpital. Merci beaucoup. Y a-t-il un message à passer aux parents ou à ceux qui entendent avoir des enfants dans un futur proche par rapport à la drépanocytose? Le message à passer, je dirais que mettre un enfant au monde, c'est quelque chose de très important. C'est déjà d'abord très difficile. Alors, à cause du fait qu'on va dire de la négligence, se retrouver avec un enfant qui va souffrir durant toute sa vie, je pense que le fait de faire des dépistages à l'électrophorèse serait la meilleure chose à faire, aussi bien pour nous en pays développé, en pays en voie de développement que dans les pays développés. Donc, faites votre screening électrophorèse, c'est très important avant même de penser déjà à fonder une famille, avant même d'entrer dans une relation de couple où après vous allez dire que vous voulez avoir des enfants. Merci Dr Atia d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout à fait. Y a-t-il un mot pour la fin? Mot pour la fin, électrophorèse. Thank you very much. Right behind, ladies and gentlemen, let's meet Valérie Naesomba. She comes back with the health tips for this week. Le rhume est une maladie provoquée par de nombreux types de virus. Généralement bénignes, les symptômes liés à cette infection disparaissent habituellement entre 7 et 10 jours. Le rhume se manifeste par un écoulement nasal, des éternuements, une congestion et parfois de la fièvre, particulièrement chez les enfants. Nous vous proposons quelques méthodes naturelles pour venir à bout de cette maladie. Se laver le nez à l'eau salée. Le passage de l'eau salée va permettre d'évacuer les saletés. Pour cela, il suffit de prendre une seringue adaptée que vous allez remplir d'eau salée, une petite cuillère de préférence. Vous allez pencher la tête à droite et vous videz progressivement son contenu de la narine gauche à la droite, puis vous ferez l'inverse de l'autre côté. Notez tout de même que le but n'est pas de faire couler le liquide dans votre gorge, mais qu'il ressorte par l'autre côté de la narine. Cet exercice peut tout aussi être appliqué chez les enfants et les bébés. Inhaler des huiles essentielles. Une inhalation de ces huiles peut vous aider à combattre le rhume. Il suffit de vous installer au-dessus d'une casserole ou d'un bol d'eau bouillante dans laquelle vous aurez glissé quelques gouttes d'huiles essentielles. Il va ensuite falloir respirer profondément sous une serviette pendant 10 minutes pour bien inhaler la chaleur parfumée, car la vapeur permettra de réhydrater vos muqueuses desséchées. Dormir avec un oignon coupé en deux à côté ou sous son lit. Reconnu pour ses propriétés antibactériennes, antiseptiques et anti-inflammatoires, l'oignon permet aussi de purifier l'air ambiant et par là déboucher le nez. Il suffit donc de prendre un oignon, le couper en deux, ensuite glisser sous votre lit ou de le déposer sur votre table de chevet. Cela vous permettra de retrouver une respiration fluide. Boire des tisanes au thym peut s'avérer être un moyen efficace de lutte contre le rhume. Pour cela, vous mettrez dans une tasse le thym, le jus de citron, un peu de miel et de l'eau chaude. Cette tisane pourra à coup sûr aider votre système immunitaire à lutter contre le virus de la grippe et le rhume. Se concocter un grog. Cette boisson peut se présenter sous deux formes. La première, sucrée et alcoolisée. Vous mélangez dans un bol de lait chaud
avec quelques gouttes du rhum, une cuillère de miel et le jus d'un demi-citron. Pour la seconde, vous prendrez de l'ail, du curcuma, du gingembre, du thym et du citron. Vous allez faire une infusion de feuilles de thym, puis ajouter le gingembre et l'ail mixé, la poudre de curcuma et enfin le jus de citron. Une tisane faite à base de miel et de citron est aussi un moyen de lutte contre le rhume, car ces aliments naturels permettent de soigner le rhume et l'état grippal. Il suffit de mélanger le miel, le citron et le gingembre dans de l'eau chaude. Vous pourrez même y ajouter de la cannelle pour un meilleur goût. Notons tout de même qu'il est toujours indispensable de consulter un médecin pour avoir un avis médical professionnel, surtout si le rhume persiste plus de 2 semaines. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Thank you, Valerina Isomba, for the tips of this week. We'll be trying 1 or 2 of them as the weekend unfolds. We give you the rendezvous for next week. Ladies and gentlemen, do well to do your electrophoresis. It will save a life because 4,000 children in Cameroon, it is a little too much. This program is dedicated to my late kid brother, Mfu Yanis Arnaud, who died on the 9th of January 2024 following the genetic disease. While taking the rendezvous for next week, and we urge you to stay healthy. Good morning.